C'est parti pour une nouvelle étude de fonctions dans laquelle nous allons insister tout particulièrement sur la réduction du domaine d'étude. Considérons la fonction g définie par g de x égale cosinus du nombre 2x moins 2 fois cosinus x. Donc avant de démarrer et de parler de réduction du domaine d'étude, il faut d'abord s'intéresser à l'ensemble de définitions. Bon, ici on sait que cosinus t il est défini pour tout réel t, donc il n'y a aucun problème pour définir la fonction g, donc g de x est défini pour tout x dans R. Donc l'ensemble de définitions étant l'ensemble des réels, on va voir si on peut pas réduire ce domaine d'étude à un intervalle plus petit qui va simplifier en fait tout ce qui est détermination du tableau de variation, etc. Donc pour commencer, il faut se demander si la fonction g ne serait pas paire ou impaire, ou si elle serait pas périodique, etc. Donc on sait que cosinus est une fonction qui est périodique de période 2π, donc on va s'intéresser à la périodicité de la fonction g, et on va même montrer que la fonction g est 2π périodique. Donc pour cela, on travaille pour tout x dans R, et on va calculer g de x plus 2π. Et on va essayer de voir que g de x plus 2π est égal à g de x. Si c'est le cas, on aura bien g qui est 2π périodique. Donc g de x plus 2π, on part de l'expression donnant g de x, sauf que le x, on va le remplacer par x plus 2π. Donc ça va donner cosinus de 2 fois x plus 2π. On n'oublie pas les parenthèses rouges pour dire que c'est 2 qui est multiplié par l'ensemble de l'expression x plus 2π, moins 2 fois le cosinus, donc ici x on le remplace par x plus 2π, on n'oublie pas les parenthèses rouges non plus, pour bien dire que le plus 2π qui est ici est bien à l'intérieur du cosinus. Maintenant on développe 2 fois la parenthèse, parenthèse rouge x plus 2π, là ce qu'on ferme la parenthèse, ça fait donc cosinus de l'expression 2x plus 4π, moins 2 fois cosinus, donc ici x plus 2π. Comme on disait tout à l'heure, cosinus, on sait qu'il est 2π périodique, donc ça veut dire que pour tout t dans R, cosinus du nombre t plus 2π est égal au cosinus t. Et par ricochet, on peut aussi montrer que cosinus t plus 4π est égal à cosinus t. Il suffit d'utiliser 2 fois successivement l'égalité cosinus t plus 2π égale cos t, en remarquant que 4π, c'est 2π plus 2π. Maintenant qu'on sait ça, eh bien cosinus 2x plus 4π ici, il suffit de faire t égale 2x, et on voit que cosinus 2x plus 4π c'est égal à cosinus 2 fois x. Et cosinus x plus 2π, c'est la première égalité ici, en appliquant cela à t égale x. Autrement dit, on récupère cosinus du nombre 2x moins 2 fois cosinus x. Mais ça, c'est exactement l'expression de g de x. Donc on a bien montré que pour tout x dans R, g de x plus 2π est égal à g de x, ce qui fait que g est bien périodique de période 2π. Donc on garde cette information au chaud pour l'instant, on y reviendra plus tard, puisque maintenant on va aller voir si g ne serait pas une fonction paire ou impaire. Autrement dit, on va étudier la parité de la fonction. Pour cela, on fait pour tout x dans R, on fait le calcul de g du nombre moins x. Donc ici, dans l'expression de g de x, on remplace x par moins x. Ça nous donne cosinus 2 fois entre parenthèses moins x, moins 2 fois cosinus entre parenthèses moins x. 2 fois moins x, ça fait moins 2x, donc ça nous donne cette expression-là. Et maintenant, on se rappelle que l'on connaît la parité de cosinus, on sait que cosinus est une fonction paire. Autrement dit, pour tout x dans R, cosinus du nombre moins t est égal à cosinus t. Donc en faisant ici t égale x, ou alors t égale 2x, on peut simplifier ici notre expression de g de moins x. Autrement dit, cos moins 2x, ça fait cos 2x, moins 2 fois cos moins x, ça fait moins 2 fois cos x. Et là encore, on retrouve g de x. Donc comme pour tout x dans R, g de moins x est égal à g de x, ça veut dire que la fonction est paire sur son ensemble de définitions, qui est l'ensemble des réels. Donc maintenant, on met ça aussi de côté, et on va s'appuyer sur le fait que on a démontré que la fonction était périodique de période 2π et qu'elle était paire, pour vraiment réduire le domaine d'étude.
Donc comment on procède? On va d'abord exploiter le fait que la fonction est périodique de période 2π. Donc s'il y a besoin, je vous invite à aller revoir les vidéos que j'ai faites sur les fonctions périodiques, mais on est capable de dire que on peut réduire l'étude de la fonction g à un intervalle de longueur 2π. Mais un intervalle de longueur 2π, il y en a un sacré paquet. Donc ça peut être, si on regarde ça sur un graphique, ça peut être l'intervalle 0,2π, qui est bien de longueur 2π, et ça veut dire que si on connaît la courbe dans la zone bleue ici, donc comme c'est de longueur 2π, il suffira de décaler, ou si on veut de translater de 2π le motif qu'on obtient pour récupérer la suite de la courbe. Et pareil quand on va, donc là on va vers la droite, mais pareil quand on va vers la gauche, on décale à l'infini le motif et ça nous donne toute la courbe de la fonction. Mais on peut aussi, au lieu de travailler sur 0,2π, on peut aussi travailler sur moins pi, qui est également un intervalle de longueur 2π. Mais il y a bien d'autres choix possibles. Donc quand on travaille sur moins pi, ça permet après de décaler soit vers la droite, soit vers la gauche le motif représentant la fonction, et on récupère aussi toute la fonction. Alors ici, compte tenu du fait que la fonction est paire, c'est une très bonne idée de travailler sur moins pi. Et c'est quelque chose, ce que l'on va faire sur moins pi n'est pas possible sur 0,2π par exemple. Donc ici, ce qui est essentiel, c'est que moins pi, c'est le seul intervalle de longueur 2π qui est centré en 0. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir exploiter la parité de la fonction et même le fait que la fonction soit paire. Puisqu'on a vu aussi dans la vidéo sur les fonctions paires et les fonctions impaires, qu'une fonction paire a une courbe représentative qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, si on a réduit à moins pi grâce à la périodicité, eh bien on peut voir aussi que grâce à la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, on peut travailler uniquement sur 0π. Puisque si on connaît la courbe sur 0π, par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, on récupère ce qui se passe entre moins pi et 0, ce qui fait qu'on récupère tout ce qui se passe sur moins pi. Donc c'est pour ça que là, en fait, on va faire le choix de l'intervalle moins pi, et grâce à la parité, enfin au fait que la fonction soit paire, on va pouvoir faire l'étude sur 0π. Donc en résumé, si on connaît la courbe sur 0π, on utilise la parité avec la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées pour récupérer ce qui se passe sur moins pi 0. Donc là, on a toute la courbe entre moins pi et pi. Comme cette longueur 2π, on peut utiliser la périodicité pour récupérer toute la courbe sur R. Donc maintenant, passons à l'étude précise sur 0π. Donc pour la vidéo, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment me concentrer sur la réduction du domaine d'étude. Maintenant, dans la suite de la vidéo, on va faire l'étude complète de la fonction pour voir en fait quelle est la courbe représentative de la fonction sur l'ensemble des réels. Donc c'est pour ça qu'on va travailler d'abord donc sur 0π, on va faire l'étude sur 0π, tracer la courbe et récupérer après toute la courbe sur l'ensemble des réels. Donc on commence par calculer la dérivée g' de x, donc il faut savoir dériver cosinus d'une fonction u, donc ça on connaît la formule, on l'applique ici, on trouve moins 2 sinus 2x plus 2 sinus x. On factorise par 2. Ensuite, sinus 2x, on sait qu'il y a une formule de Trigo pour ça, c'est 2 sinus x cosinus x. Ce qui fait que là, dans l'expression qu'on a entre les parenthèses, on peut factoriser par sinus x, qui nous donne 2 sinus x fois 1 moins 2 cos x. Ce qui fait que la dérivée est écrite sous la forme d'un produit, et donc ça, c'est parfait pour pouvoir trouver le signe de la dérivée, puisqu'il va suffire de faire un tableau de signes. Donc, tableau de signes que l'on fait que sur 0π. Donc, on fait une ligne pour le sinus x, une ligne pour 1 moins 2 cosinus x. Ça nous permettra de trouver le signe de g' de x, et à partir du signe de g' de x, on trouvera les variations de la fonction g. Donc, évidemment, pour trouver le signe des deux des deux lignes ici, il va falloir s'appuyer sur un cercle Trigo. Donc pour commencer, si on veut le signe de sinus x lorsque x va de 0 à pi, x qui va de 0 à pi, ça veut dire qu'on a un angle x comme ça qui se balade sur le demi-cercle supérieur pour aller de 0 jusqu'à pi, et le sinus d'un nombre qui est là entre 0 et pi, ça se lit ici
sur l'axe des ordonnées, et forcément, le sinus sera un nombre positif. Donc on a forcément ici un plus, et on constate même que lorsque x vaut 0, le sinus vaut 0, et après, quand x vaut pi, le sinus vaut 0 aussi. Donc ça veut dire qu'on peut mettre les deux zéros qu'on a ici. Bon, maintenant, si on se concentre sur 1 moins 2 cosinus x, il faut regarder quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0. Alors, en additionnant 2 cos x des deux côtés du symbole supérieur ou égal, ça nous donne 1 supérieur ou égal à 2 cosinus x. Le symbole là n'a pas changé puisqu'on a additionné la même quantité des deux côtés. Ensuite, en divisant par 2 des deux côtés du symbole supérieur ou égal, on va obtenir 1 demi supérieur ou égal à cosinus x. Là encore, ça n'a pas changé de sens parce qu'on a fait une division des deux côtés, mais on a divisé par un nombre positif puisqu'on a divisé par 2. Et donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et c'est peut-être plus facile à gérer, on va juste réécrire ça sous la forme cosinus x inférieur ou égal à 1 demi. Donc la question maintenant, c'est quand est-ce que le cosinus x est inférieur ou égal à 1 demi? Lorsqu'on a un x ici, son cosinus, on le lit ici sur l'axe des abscisses. Le cosinus vaut 1 demi quand on est ici, donc c'est quand x vaut pi sur 3, donc on peut déjà mettre pi sur 3 ici dans le tableau de signes. Donc à ce moment-là, le 1 moins 2 cos x va forcément être égal à 0. Et là, il faut bien faire attention. Cosinus x, il va être inférieur ou égal à 1 demi, quand on est ici à gauche de 1 demi, là, sur l'axe des abscisses, ce qui correspond à des valeurs de x sur le cercle, qui sont ici, de pi sur 3, jusqu'à pi. Donc c'est lorsque x est entre pi sur 3 et pi, qu'ici le cosinus x est inférieur ou égal à 1 demi, donc 1 moins 2 cosinus x est supérieur ou égal à 0, donc s'il est positif, 1 moins 2 cosinus x, c'est que ici, entre pi sur 3 et pi, on met un plus. Et forcément ici, un moins entre 0 et pi sur 3. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir trouver le signe de g' de x. Donc là, comme c'est le produit des deux expressions, on voit quand est-ce que chacune des deux expressions est égale à 0, ça nous permet de trouver quand est-ce que g' de x est égal à 0. Et entre les zéros, on regarde le signe, on a un nombre positif multiplié par un nombre négatif, ça fait un nombre négatif. Donc entre 0 et pi sur 3, et ici, à droite, entre pi sur 3 et pi, on a un nombre positif multiplié par un nombre positif, ce qui fait un nombre positif. Maintenant, donc, on peut tracer, enfin, moins avoir l'allure des variations de la fonction g. Donc ici, comme c'est la dérivée négative, fonction décroissante, dérivée positive, fonction croissante, et on peut calculer les valeurs au bout des flèches. Donc on peut s'appuyer sur le cercle Trigo pour trouver les différentes valeurs en cosinus, mais je vous laisse ça en exercice. En 0, on trouve que g de 0, en fait, c'est moins 1. G de pi sur 3, ça fait moins 3,5. Et g de pi, ça fait 3. Donc là, maintenant qu'on a le tableau de variation de la fonction g, on va être en mesure de tracer la courbe de la fonction g sur l'intervalle 0pi. Donc qui correspond ici à la zone rouge qu'on a sur notre repère. Donc, comme on a les trois valeurs ici, ça va nous donner les points de coordonnées 0, moins 1 à placer, pi sur 3, moins 3 pi sur 2, et le troisième point de coordonnées pi 3. Donc ça nous donne ceci. Comme les dérivées sont nulles en chacune de ces abscisses, ça veut dire qu'on a une tangente horizontale, qu'on peut placer ici, et après en respectant le sens de variation, ça nous fait une courbe qui a à peu près cette allure-là. Donc ça veut dire que maintenant, on connaît la courbe sur 0pi. C'est pour ça qu'on avait réduit de toute façon l'étude sur 0pi et qu'on a maintenant réussi à trouver l'allure de la courbe sur 0pi. Donc maintenant il faut compléter ça pour récupérer la courbe sur l'ensemble des réels. Donc maintenant on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. On a montré que g était une fonction paire, donc il y avait une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on peut faire la symétrie de cette courbe-là par rapport à l'axe des ordonnées. Ça va nous donner ce bout-là qu'on a en bleu. Globalement, tout ça, ça nous donne la courbe sur moins pi, qui est de longueur de pi, et comme on a dit que g était périodique de période de pi, eh bien, ce motif-là, on peut le reporter vers la droite à l'infini, et vers la gauche à l'infini. Donc si on le reporte une première fois à droite, ça nous donne ce morceau de courbe-là, on continue encore à droite, puis aussi à gauche, et globalement, ça nous donne toute cette courbe-là, c'est-à-dire précisément cette courbe-ci.
Et donc on voit comment, en partant uniquement du morceau sur 0π, on a récupéré toute la courbe sur l'ensemble des réels. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.